7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI, en direct du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons de l'orthographe chez les adultes. Avis à tous les désespérés, les vaniteux, les volontaires aussi. Oui, on peut améliorer son orthographe une fois adulte. En France, 90% des mails à l'heure actuelle envoyés par des entreprises, par exemple à leurs clients, contiennent au moins une faute d'orthographe. Preuve que le correcteur d'orthographe ne peut pas tout. La majorité d'ailleurs des recruteurs jettent les CV qui contiennent des fautes, y compris parfois pour des métiers techniques, parce que une mauvaise orthographe est aussi parfois perçue comme une forme de désinvolture. Alors comment améliorer son orthographe une fois adulte? Nous allons en discuter avec nos invités dans le studio. Bernard Fripia, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de formation. Vous animez depuis de longues années maintenant des stages d'orthographe en entreprise et vous avez publié de nombreux livres également sur le sujet, des pièces de théâtre d'ailleurs. Le dernier né, au commencement, était le verbe, ensuite vient l'orthographe. Vous avez aussi très connu le 99 trucs pour en rire et la retenir. C'est vrai que vous êtes belge, donc vous avez un peu plus d'humour que les Français. Je sais, c'est qui pas n'est moi pas de difficile le dire, du reste. enfin, il paraît que... Et donc vous aimez bien, c'est un peu votre méthode, vous aimez dédramatiser le problème. Oui, il faut rigoler avec ça. Voilà. Si on rigole, on désacralise. Puis même si on ne retient pas, au moins on aura ri, c'est toujours ça le prix. Mais à la limite, quand on rigole d'une matière, on la regarde différemment. Pascal Ostachi, bonjour. Bonjour. Vous avez compris comment les fautes d'orthographe peuvent devenir une poule aux œufs d'or finalement. Co-fondateur d'une entreprise de formation et de certification en orthographe, ça s'appelle la certification Voltaire. Oui, tout à fait, oui. Donc ce sont des tests pour prouver son niveau en orthographe française. Oui, comme on le fait en anglais avec le TOEIC ou le TOEFL. Oui, mais là il y a aussi des tests de compréhension de la langue. Alors oui. Là c'est vraiment de l'orthographe quand même. Hein. Ouais. 3 millions de chiffres d'affaires quand même votre entreprise, cofondée avec le champion du monde de l'orthographe. Bruno De Waal nous accompagne dans cette aventure en tant que, on va dire... maître à bord. En tant que champion, tout ça. En tant que champion, en tant que maître à bord de notre comité d'experts. Voilà. Et vous publiez avec lui une faute par jour, donc le champion du monde d'orthographe qui propose tout simplement de traiter, de s'occuper d'une faute par jour. Au bout d'un mois, on a déjà effacé 60 fautes de son petit répertoire d'erreurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est la suite d'un compte Twitter qui s'appelle Une faute par jour où tous les matins, le champion du monde d'orthographe propose une phrase en rapport avec l'actualité qui contient une faute. Bon. Et il faut trouver la faute. Vous allez essayer de nous donner des conseils, bien sûr, tous les deux, des conseils mémotechniques, entre autres, indélébiles dans notre mémoire pour enfin se débarrasser de quelques fautes. Il faut qu'on se soit débarrassé de quelques fautes à la fin de l'émission. Je vous le dis tout de suite, c'est l'objectif. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous dès maintenant. Camille attend vos témoignages et vos questions. Que vous soyez complexés par votre orthographe, ou, vous voyez, je n'arrive même plus à prononcer, ou au contraire que vous soyez fan de dictées concours, il en existe de nombreuses. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, nous vous rappelons immédiatement 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Facebook où le symbole du grand retour de l'écrit et donc où foisonnent les fautes d'orthographe. Ala Hamid de Moroni, des Comores, pointe évidemment les ordinateurs et les smartphones qui n'arrangent pas le niveau. Et il y a les réalistes aussi, Angui qui est à Kisangani en République démocratique du Congo. Le français n'est pas notre langue maternelle, donc tant pis pour les fautes. Les bons élèves, Fulgence à Abidjan. Moi, j'ai horreur des fautes d'orthographe. Alors, je m'applique et même pour les textos, j'évite d'abréger. Je n'oublie jamais de consulter mon dictionnaire ou des règles de grammaire lorsque j'ai un doute. On me traite souvent de tatillon, mais je ne m'en porte pas moins bien. Et pour vous le prouver, je me permets de mettre un petit LOL. L-O-L. Voilà. Un auditeur qui lui aussi a de l'humour. Puis il y a les râleurs, bien sûr. Oumar, à Dakar, au Sénégal. Même les documents officiels et administratifs, maintenant chez nous, sont truffés de fautes. Ndoye, également sénégalais. Je remarque de plus en plus de fautes d'orthographe, même dans les journaux. Mais il n'y a pas qu'au Sénégal, hein. Non. Bon. Explication d'un auditeur à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Écoutez, c'est très simple. Lorsque j'étais élève, nous dit cet auditeur, une faute dans une dictée coûtait 4 points. Donc, au bout de 5 fautes, tu avais 0 sur 20. Aujourd'hui, les enfants font plus de 30 fautes par dictée, car ils ne sont plus pénalisés comme avant. C'est la faute au comptage dans les dictées, Bernard Fripia ?
Je ne sais pas. On a un peu toujours dit ça, hein. Faut se méfier, hein. Moi, j'ai lu dans un bouquin il y a pas longtemps où le type expliquait que l'orthographe des enfants diminuait à cause des nouvelles technologies. À cause de ça, ils ne lisaient plus, ils n'écrivaient plus. Bon, c'est bien, hein, c'est très actuel. Sauf que le bouquin date de 1952 et les nouvelles technologies, c'était le téléphone et le téléphone et la radio. Et alors le mec expliquait, les enfants ne lisent plus, écoutent la radio, ils n'écrivent plus, ils se téléphonent. C'est pour ça que l'orthographe diminue. Donc rien de changer sous le soleil. Pascal Ostachi, vous, quelle serait votre règle de conduite avec les SMS, les textos? S'astreindre à les écrire correctement ou savoir qu'il y a 2 langues et que après tout, finalement, tout le monde peut être bilingue? De nombreux, d'ailleurs, nos auditeurs sont souvent bilingues ou trilingues. Je pense qu'il faut effectivement considérer qu'on peut être bilingue et on va pas obliger les nouvelles générations à écrire en langage SMS un français classique. Je trouve que le langage SMS, c'est un langage qui est astucieux, qui est marrant, qui est efficace, et en ça ne pose pas de souci. Voilà. Après, il faut savoir switcher dans son cerveau quand on écrit un mail. Allez, appelez-nous maintenant. On a envie de discuter avec vous de vive voix. 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission. Alors justement, puisqu'on parlait des dictées, Pascal Ostachi, Bernard Fripia, je ne peux pas m'empêcher de vous demander votre avis. La ministre de l'Éducation en France, Najat Vallaud-Belkacem, vient d'annoncer, la semaine dernière, le grand retour de la dictée à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous les deux spécialistes de l'orthographe, Pascal Ostachi? Alors, je trouve que c'est déjà une excellente nouvelle que la ministre de l'Éducation pointe du doigt les difficultés qu'on peut avoir en orthographe. Je trouve que c'est une bonne nouvelle le fait qu'elle réhabilite la dictée, parce qu'il faut savoir que par le passé, dans un passé très très récent, la dictée c'était un petit peu un gros mot, c'était un tabou à l'école primaire. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est bien. Après, il est clair que le prof dans sa classe est souverain sur sa pédagogie, et s'il veut faire une dictée par jour, il le fait. S'il veut en faire une par semaine, Bernard Fripia. Ouais, moi je suis même un peu choqué. Alors c'est un peu en tant que Belge, parce qu'en Belgique ça serait impensable qu'un ministre dise au prof ce qu'il doit faire dans sa classe. Alors c'est au rôle du ministre, et ça c'est bien de dire faites en sorte que les enfants aient une meilleure orthographe, mais dire vous ferez une dictée par jour, de quoi je me mêle. Ça dépend du professeur, ça dépend des élèves. Si vous avez 2 gosses, il y a un gosse pour qui la dictée c'est bien, pour un autre c'est pas bien. Il y a des professeurs, quand ils disent une dictée, ils font ça avec grâce, ils ont éloquence et c'est très bon. D'autres ils sont moins à l'aise. Il y a d'autres exercices. On peut prendre un texte en SMS et demander aux gosses de le traduire en français classique. On peut, comme la certification Voltaire le fait très bien, donner des textes avec des fautes, leur demander de corriger. On peut leur demander de remplir les cases, voir les lettres qui manquent. Il y a plein d'exercices. C'est au prof de décider en fonction de ses élèves. Avec les salariés que vous formez, que vous reformez à l'orthographe, vous pratiquez jamais les dictées? Non, je crois que je ferai une dictée à un cadre qui vient dans mon stage, je ne le vois plus. Non. Par contre, c'est la blague. Celui qui arrive en retard, je prends une mine très dure, je crie dictée, les autres sont terrorisés. Enfin, ils font semblant. Et voilà, c'est le bisoutage du celui qui arrive en retard. Pour parler sérieusement, ceci dit, l'orthographe, est-ce que c'est réellement devenu un problème pour les entreprises, Pascal Ostachi? Oui, aujourd'hui c'est un problème pour les entreprises. Toutes les entreprises reconnaissent ce problème. Par le passé, c'était un peu tabou. Le tabou s'est levé. Il faut savoir que 80% des recruteurs sont sensibles à l'orthographe des candidats. Il faut savoir que il y a une étude qui a été menée par le laboratoire de l'université de Toulon, qui va avoir le jour dans 2 mois, et qui montre que sur 2 CV équivalents, sauf que un des 2 CV a l'expérience qui convient, mais 2 fautes d'orthographe, l'autre n'a pas l'expérience qui convient et n'a pas de faute d'orthographe, les 2 CV sont jugés à valeur égale. Donc 2 fautes d'orthographe tuent votre expérience sur votre CV. Bernard Fripia, quand un manager propose à un salarié de suivre un stage en orthographe, ceci dit, c'est pas simple, non? Vous récupérez des salariés de mauvaise humeur, contraints, complexés, dans quel état d'esprit sont-ils? Ça va encore, parce que j'ai tendance à faire rigoler, mais et puis c'est surtout le cadre qui doit suivre un stage d'orthographe, ou le directeur. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Je crois qu'on doit beaucoup à la certification Voltaire là-dessus, parce que ça a ouvert les choses, quoi. Mais un directeur qui se retrouve en stage d'orthographe, comment arrive-t-il en stage d'orthographe avec vous? Alors ça dépend. Bon, il y en a, ils sont volontaires. Il y en a, par contre, par exemple, pour des patrons, il m'est déjà arrivé de signer des clauses de confidentialité. C'était top secret. Personne ne pouvait savoir qu'ils suivaient un stage d'orthographe. Il fallait pas que ça se sache, quoi. Et la limite, je vous donnerai le document que j'ai signé, c'est au minimum
minimum de secret défense. Hein. Je pouvais pas dire mon nom, je pouvais pas dire ce que je faisais, enfin, je pouvais parler à personne. Là, je citerais le nom d'un PDG, il serait capable de m'attaquer au tribunal. C'est pire qu'au cinéma. Il y a un malaise, mais c'est un peu la France aussi. L'écrit est très important. Quelqu'un qui vous dit qu'il est faible en maths, il est presque fier. Quelqu'un qui vous dit qu'il est faible en français, il a honte. C'est assez gag. Si vous dites, j'arrive plus à faire une règle de 3, tout le monde se marre. Si vous dites, moi, la conjugaison, ça va pas, hein. Il y a un affectif. Il a loupé un truc, quoi, à l'école. Qui est très bien aussi, mais je veux dire, qui fait que les gens, et alors, il y en a, ils sont presque harcelés par leur hiérarchie. Il y en a, c'est bon, vous suivez un stage d'orthographe et il y a intérêt à ce que ça améliore. Donc là, hop. Aujourd'hui, on peut largement dédramatiser le problème et dire qu'effectivement, les fautes d'orthographe sont excessivement courantes dans les mails à l'intérieur d'une entreprise où les gens se parlent par mail comme ils se parlaient autrefois par téléphone. Hein. Est-ce que cela veut dire pour autant que le niveau en orthographe baisse, Pascal Ostachi? Alors le niveau a baissé, on l'a mesuré objectivement dans le baromètre Voltaire qu'on a publié au mois de juin, où effectivement ce qu'on a mesuré, c'est qu'en 2010, les Français maîtrisaient 51% des règles élémentaires de grammaire, et en 2015, ils maîtrisent 5% de ces mêmes règles. Où en serons-nous dans 10 ans? Donc voilà, il y a une évolution qu'on mesure et elle est objective. Oui, et pour vous, Bernard Frépierre, parce qu'évidemment, chaque étude dit des choses. Oui, c'est ça. Bon, j'ai pas d'études. Hein. C'est un petit peu cette impression que j'ai que, moi, ça fait 20 ans que j'anime des stages, ça fait 20 ans qu'on me dit que le niveau baisse, quoi. Et moi, quand j'étais gosse, on m'expliquait que le niveau baissait. Alors, je me dis, à force de baisser, où est-ce qu'on va arriver, quoi. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste. Je crois que les gens écrivent beaucoup plus, donc je crois que ça va s'améliorer. Après, il peut y avoir des fluctuations, ça peut monter, ça peut descendre, mais il y aurait une thèse d'histoire à faire sur tous les articles qui disaient que le niveau baissait, mais c'est incroyable ça. Je crois qu'il y a toutes aussi les matières, pas que l'orthographe. Voilà, on est bien d'accord. Oui, en plus. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que tout le monde doit écrire. Faut bien penser qu'un patron dans les années 80, il faisait pas de faute. Hein. Il appelait son assistante, il dictait, elle prenait en sténo, elle tapait, il signait. Le mec, il était tranquille. Moi, dans mes stages, j'ai des gens de 50 ans et parfois des patrons de 50 ans dont la secrétaire maman est partie à la retraite et la petite jeune qui a une bonne orthographe mais n'ose pas lui demander, et donc on fait les participes passés. Alors oui, peut-être, hein, s'il y a des études qui le disent, je vais bien l'admettre, mais c'est quand même un peu, on a toujours dit ça. En tout cas, on peut le faire remonter, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a une différence entre les hommes et les femmes ou pas en termes de niveau d'orthographe chez les adultes? Oui, les femmes ont un niveau un peu plus élevé que les hommes. Alors après, comment on l'explique? Ce qu'on sait, c'est que les femmes lisent plus que les hommes. Alors est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Alors, il y a peut-être aussi le fait que les femmes elles aident les gosses à faire leurs devoirs. Ça doit les aider aussi, non? C'est possible. Une certification en orthographe, à vrai dire, hein, je vais vous dire la vérité, Pascal Ostachi, je ne savais même pas que cela existait finalement. Hein, pour des adultes, vous nous disiez ce sont comme les tests d'anglais, sauf que là c'est vraiment du test sur l'orthographe, hein, pour des gens qui sont de langue maternelle française, on est bien d'accord. Oui. Qui réclame une certification en orthographe? Pourquoi faire? Aujourd'hui, étant donné que les recruteurs sont sensibles à l'orthographe des candidats, mettre sur son CV un marqueur positif sur l'orthographe, c'est très rassurant et on marque des points vis-à-vis du recruteur. Donc il manquait, déjà, il y avait un chaînon manquant entre le recruteur et le candidat, et le certificat Voltaire est ce chaînon manquant. Et c'est vrai qu'il est... il ressemble au TOEIC ou au TOEFL dans son format, c'est-à-dire que c'est un examen qui se passe sous surveillance avec vérification d'identité, etc. Donc on certifie réellement que telle personne a eu tel score à tel moment. Et aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui ont passé le certificat. Il y a 500 centres d'examen. Mais il y a des postes où on vous demande votre certification Voltaire, par exemple. Moi, j'ai jamais vu ça dans une petite annonce, par exemple. Aujourd'hui, on ne demande pas encore, mais on demande pas forcément le TOEIC. Ça peut faire bien à la fin d'un CV de mettre certification Voltaire. Bon, vous n'allez pas nous dire le contraire, ceci dit. Vous vivez de ça, donc. Oui, mais même moi, je suis aussi recruteur et je vois bien que quand je reçois 50 CV pour un poste, le premier tri quasiment se fait sur l'orthographe. Vous nous appelez les voisins, les voisines, hein, pour nous parler de vos difficultés. Vous pouvez questionner nos invités au 33 1 84 22 71 71. Tiens, je vous lis le message désespéré de Guillaume à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Le français est une langue truffée de règles à suivre et d'exceptions, un vrai cauchemar. Et pourtant, c'est ce qui fait sa beauté. You can run if you want to, disappear on an airplane. But you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape. But at the end of the day,
You gotta carry your own weight. Pasa la vida así, así, pasa la vida, pasa. At the end of the day, you gotta carry your own weight. Now you can run and you can think that everybody's gonna give you what you need, but at the end of the day, you gotta carry your own weight. yeah, you can run and you can also try to hide away from your responsibility. At the end of the day, you gotta carry your own weight. Ay, 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 pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida, pa' ti, pa' mí, pasa la You can vida. run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own weight. Pasa la vida así, así, pasa la vida, pasa. At the end of the day, you gotta carry your own weight. Carry Your Own Weight, c'est Bouika et Jason Mraz chez 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous nous parlons de l'orthographe qui peut être soit une passion, soit une douleur, une passion pour vous en tout cas, Pascal Ostachi et Bernard Fripia. Je vous lis le message de Théophile qui nous dit: moi j'ai désactivé le correcteur de mon smartphone parce qu'il ne sera pas toujours là lorsque j'aurai des courriers à rédiger. Il y a près de 2 ans, je me suis résolue à écrire intégralement mes SMS et je l'impose même à mes destinataires. Alors lui est un peu dictateur, hein, mais bonne idée ou pas d'ailleurs, finalement déprogrammer le correcteur d'orthographe sur son ordinateur. Disons que ça permet de progresser. Bon, maintenant, si vous envoyez un mail, il n'y a plus de sécurité, quoi. C'est un petit peu comme on enlève le filet de sécurité, on sera plus concentré, on fera plus attention, mais on prend plus de risques. Sous-entendu, le correcteur qui vous souligne en rouge les mots qui ne sont pas écrits correctement, finalement, ça n'est pas un acte pédagogique formateur? Si quelque part, je pense que ça aide. Mais il faut faire la différence entre le correcteur de l'ordinateur et le correcteur du SMS. Parce que le SMS, on écrit très très vite. Et il s'amuse à vous remplacer les mots. Et moi, je passe mon temps à cliquer sur la croix. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Je veux dire, le correcteur d'orthographe, les logiciels classiques, ils vous soulignent le mot. Il souligne le mot. Vous allez corriger vous-même. C'est-à-dire que, inlassablement, vous allez corriger les mêmes erreurs, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'a priori, on ne refait pas les erreurs à force d'être corrigé par le correcteur d'orthographe? Voilà, là, on finit par le retenir, hein. Si l'ordinateur vous met 4 fois de suite la même faute, après vous finirez par le retenir. Oui, si par c'était contre, vrai, faut s'en méfier parce que j'avais un directeur qui avait une très bonne orthographe, on lui avait posé un stage, il avait écrit « Nous serons là », il avait mis 2 R. Il savait qu'il y en avait qu'un, mais il était dans la lune ou c'était interne, et l'ordinateur il croit que vous serrez une vis à cet endroit-là, lui, donc il vous le souligne pas, comme c'était pas souligné, il s'est dit c'est bon, et du coup je l'ai retrouvé pendant 2 jours alors qu'il avait vraiment pas besoin de stage. On est bien d'accord que le correcteur laisse passer de nombreuses fautes de conjugaison, hein. Quelles sont les fautes les plus courantes? On va y revenir évidemment tout au long de notre deuxième partie après le flash, mais là pour nous mettre en appétit les fautes les plus courantes. Le participe passé. Le participe passé, hein, c'est pratiquement pas connu. La confusion entre l'infinitif et le accent oui, aigu aussi, mais aussi, ça c'est appris, mais l'accord, hein, tout simplement, les pronominaux, nous sommes téléphonés, les gens mettent un S, et alors il y en a beaucoup qui ont appris à l'école avec être on accorde, avec avoir on n'accorde pas, et ils ont ça dans leur tête, et alors du coup ça fait les pulls que j'ai achetés, ils mettent pas d'S parce que c'est avoir, nous sommes téléphonés, ils mettent un S parce que c'est être, et du coup il y a presque, alors on explique la règle, mais après il y a dit ah oui, mais ça leur fait bizarre parce qu'ils ont vraiment appris ça. Et c'est vrai, sauf que il y a tout le temps des exceptions dans la langue française. Une glace, on dirait elle s'est offert une glace. Or c'est une femme et c'est être. Donc moi je déconseillerais d'enseigner ça parce que évidemment que ça simplifie d'un certain point de vue, mais après ça on prend de mauvaises habitudes, quoi. Restez avec nous, Pascal Ostachi, Bernard Fripia. Améliorer son orthographe, c'est possible en tout cas. Vos questions, vos témoignages et puis des conseils de nos invités au 33 1 84 22 71 71. Nous revenons juste après le flash dans 3 minutes. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins. Comment améliorer son orthographe aujourd'hui quand on est adulte et que parfois on se sent très pénalisé, notamment dans son travail. Nous en discutons avec vous, Bernard Fripia, puisque vous animez depuis de longues années des stages d'orthographe en entreprise, même si vous avez aussi d'autres casquettes, homme de théâtre, mais toujours autour de la langue française et de l'orthographe, votre réelle passion. Pascal Ostachi, vous êtes cofondateur de la certification Voltaire, qui est une certification, vous nous le disiez, un peu comme des tests de langue anglaise, sauf que là, ce sont pour les gens qui sont de langue maternelle française, qui sont des locuteurs, en tout cas francophones. Test en 3 heures, QCM papier, et puis après, on peut donner son niveau. C'est ça. Alors, il y a le niveau expert, ça c'est les champions d'orthographe, j'ai vu. Niveau affaires, un peu moins bien. Niveau professionnel. Ce qui est visé, c'est niveau professionnel, c'est le niveau 500, c'est celui aptitude pour rédiger des textes élaborés, c'est ça. Hein. Alors, bien sûr, vous nous appelez, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne à Brazzaville avec un passionné d'orthographe. Bonjour, Chancel Mangou. Bonjour Emmanuel Basile. Chancel, vous êtes agent de transit, vous travaillez dans les douanes et vous êtes un passionné d'orthographe. Et via une association que vous avez créée il y a 5 ans, vous avez lancé au printemps dernier un concours d'orthographe à Brazzaville. Alors, il y a de nombreux concours sur le continent africain. Vous avez lancé ce concours pour les jeunes. Ça s'appelle Ortho Award. C'est très largement perçu comme un jeu. Je crois que ça a eu beaucoup de succès dans ce concours d'orthographe. Ça se faisait à l'oral, il fallait épeler des mots, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça, Emmanuel. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté finalement, les champions, là, les 2 jeunes qui ont remporté les 2 premiers, les Oscars de l'orthographe finalement. Est-ce que vous pourriez dégager un profil type ? Bon, d'abord, le concours a connu un succès énorme. Au préalable, nous avons mené une enquête sociale dans les établissements privés et publics qui a permis que nous puissions organiser ce concours parce que nous avons remarqué que les élèves s'intéressaient de moins en moins à la lecture. Nous avons fait un recensement des écoles, nous avons discuté avec des enseignants qui nous ont dit que vraiment, pendant les évaluations pédagogiques, il y a beaucoup de fautes d'orthographique en dictée, en dissertation, en discussion. Donc, votre projet est le bienvenu dans le pays et nous vous soutenons que vous puissiez faire ce projet. Et j'ai dit d'accord, ok, j'ai noté. Et après, j'ai commencé mon projet, j'ai battu le projet, j'ai commencé à travailler les écoles. Et le jour du concours, les élèves ont reçu des mots. Avant même le concours, ils ont reçu des mots qu'ils ont commencé à mémoriser. Ils pouvaient réviser. Donc évidemment, ça a une valeur pédagogique, ce concours. Oui, une valeur pédagogique, ouais. Et ils ont eu des mots, plus de 100 mots qu'ils ont reçus par là. Ils ont commencé à lire des mots. Et le jour du concours, il y a devant un jury, un élève passait devant le micro et il épelait le mot. Et bien que c'était difficile, le stress gagnait les élèves. Du coup, il y a eu beaucoup de recalés parce que pour épeler un mot, c'était difficile. Bien qu'ils avaient reçu des mots, mais c'était difficile. Et nous avons eu à ressortir 2 gagnants, une fille et un garçon, comme était fait dans le concours. Donc les 2 gagnants, vu d'abord leur parcours scolaire, après, d'après leurs enseignants, c'est des élèves très brillants à l'école, qui s'intéressent de plus en plus à la lecture et qui commettent moins de fautes en orthographe. Parce que le but de ce concours, c'est de rechausser le niveau de l'élève. Parce que le niveau de l'élève aujourd'hui en orthographe, c'est très bas. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Chancel. Alors, l'importance de la lecture pour améliorer son orthographe, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les messages postés sur notre fil Facebook. Annabelle à Montréal nous dit, je pense qu'il faut lire, ne pas hésiter à ouvrir le dictionnaire pour résoudre ce problème. Babacar nous dit, lire, encore lire, toujours lire, à force d'être en contact avec les mots, ils ne vous feront plus de mots. MAUX. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça dépend aussi de la mémoire qu'on a. Si vous avez une mauvaise mémoire visuelle, vous pouvez lire énormément, ça n'aidera pas. Tout dépend du type de mémoire. Si vous avez une très bonne mémoire visuelle, le fait de lire sera très pratique pour l'orthographe puisque vous allez photographier les mots. Par contre, des gens qui ont une mémoire visuelle très faible, c'est bien qu'ils lisent pour le plaisir de la lecture, mais vous pouvez parfaitement avoir quelqu'un qui lit beaucoup et qui a une mauvaise orthographe. Et qui écrit très bien, d'ailleurs, qui manie extrêmement bien la langue française. Là, il n'y aura pas de problème pour le style et tout ça, mais il va faire des fautes parce que sa mémoire visuelle n'est pas très bonne. Donc ça dépend des gens. C'est en cela que le professeur doit connaître ses élèves. Ouais, Josiane nous dit à Kinshasa, j'ai mal aux yeux lorsque je vois des fautes d'orthographe. Grâce à la lecture, j'ai amélioré mon vocabulaire. Tout ça, ce sont des mémorisateurs, des photo-mémorisateurs, on pourrait dire. Non, oui, c'est Pascal vrai. Ostachi. Et c'est vrai que la lecture, de toute façon, ça n'a que du bon.
Ça a du bon, surtout pour l'orthographe lexicale, c'est-à-dire comment s'écrit un mot, les doubles consonnes, etc. Sur l'orthographe grammaticale, c'est un peu plus difficile parce que là, ça obéit à une logique. Si on ne connaît pas cette logique-là, les accords, les accords, la conjugaison, il faut maîtriser cette logique. Et les fautes ne seront pas les mêmes suivant votre mémoire. Si vous avez une très bonne mémoire visuelle, par exemple, vous ferez pas de faute, anniversaire avec 2 N, mais par contre, vous hésiterez sur le verbe envoyer. Parce que désenvoi c'est OIS, j'envoie CE, tu envoies CES, comme tout existe, rien ne fait mal aux yeux. Donc suivant la mémoire que vous avez, visuelle ou non, vous ne devez pas faire l'effort dans le même endroit. C'est ça, faut bien se connaître en fait. Ouais. Alors votre méthode finalement c'est prendre les problèmes petit à petit, s'atteler à chaque jour une faute par exemple, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner à condition de bien connaître ces fautes récurrentes. Pascal Ostachi. Oui, là c'est une faute par jour, c'est un jeu qu'on a mis en place. Effectivement, ça permet de s'intéresser à une faute potentielle, une difficulté de la langue française par jour. Mais sinon, nous on propose un logiciel en ligne, le projet Voltaire, qui lui permet de travailler sur toutes les difficultés qui peuvent nous poser problème. Et les difficultés sont classées dans un ordre croissant. Donc on commence par des choses assez simples, l'accent sur le A, l'accent sur le OU, et puis on avance. Au bout d'un moment, on arrive sur les verbes pronominaux. La grande. Oui, puis c'est très ludique, hein. Moi, je l'ai fait pour me marrer. Et c'est un côté ludique, un côté jeu. C'est génial, hein, ce truc-là. Bernard Fripia, c'est vrai que quand on lit votre livre, alors on se dit quand même quelle langue française totalement tordue. C'est ce que soulignait un de nos auditeurs. Voilà la liste des questions auxquelles on trouve une réponse dans votre livre. Pourquoi faisons-nous davantage de fautes à la fin des mots? C'est vrai que beaucoup plus de fautes à la fin des mots. Et pour cause, nous sommes dans une langue où on n'entend pas la fin des mots. On ne prononce pas la fin des mots. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord qu'on ne l'entend plus puisque le S du pluriel s'est prononcé jusqu'au XVIe siècle. Après on a arrêté de le prononcer, mais on a continué à l'écrire. Et alors surtout les gens qui ont établi notre orthographe parlaient latin couramment. Et dès qu'ils pouvaient, ils raccrochaient au latin. Par exemple, le troubadour du XIIe siècle, quand il dit le doigt, il met DOI. Mais le juriste de Saint-Louis, comme lui, il écrit en latin digitus, et qui sait que digitus c'est le doigt, il a rajouté GT. Et alors, il y avait ce phénomène curieux, c'est qu'ils avaient tendance à ne pas séparer les mots quand ils écrivaient en manuscrit, tout simplement pour éviter les pâtés, comme ils mettaient de l'encre. Et alors, du coup, ils aimaient bien avoir des lettres qui montent et qui descendent, qu'on appelle lettres amples, comme le H, le G, le T, le P, et ça permettait de distinguer les mots. Alors, quand ils pouvaient les piquer au latin, ils ne se gênaient pas. Lou, L-O-U, mais on met un P parce que c'est lupus en latin. Et pour eux, alors on dit c'est du snobisme, il y a un peu de ça, mais c'est aussi leur langue. Vous voyez, le juriste de Saint-Louis, il écrit en latin toute la journée, puis de temps en temps, il doit mettre 3 mots en français. Donc il garde. C'est un petit peu comme nous quand on dit méling. Si vous dites mélingue, on vous dit mais enfin c'est de l'anglais. Voilà, ça leur faisait le même effet, quoi. Ouais, vous êtes en train de nous dire que finalement c'était presque plus simple à une certaine époque, non? À l'époque des troubadours, les troubadours écrivaient comme ils parlaient, parce que le but d'un troubadour quand il écrivait au XIIe siècle et au début XIIIe, c'était que le type qui prend son poème soit capable de le chanter. Donc il essayait de coller à l'oral le plus possible. Mais par contre, oui, les latinistes, par exemple, le père de l'orthographe, c'est Robert Estienne. Au XVIe siècle, un grammairien, c'est son dictionnaire qui a déterminé l'orthographe à un point inimaginable. Chez Robert, tout le monde parlait latin. Il a engagé une domestique, elle a dû apprendre le latin, parce que chez Robert, on parlait latin. Vous nous parlez quand même d'une époque, Bernard Fripia, où la majorité de la population ne savait ni lire ni écrire. On était dans des pays d'analphabètes. Absolument, complet. mais ceux qui savaient lire et écrire connaissaient le latin. Et donc les autres n'étaient pas concernés. Ouais. C'était ça le truc. Et donc voilà, d'où cette importance-là. Et alors du coup, c'est toujours à la fin des mots. D'ailleurs, moi je propose toujours aux gosses de négocier les points de la dictée, de faire la moitié des points sur le début du mot et la moitié des points sur la fin du mot. Vous savez, ils ont toujours 5 sur 10, parce que Siro jusqu'au P, ça va très bien. C'est à la fin qu'on est embêté. Au début, ça va tout seul. Pascal Ostachi. Oui. J'allais vous poser une question finalement. Le fait qu'aujourd'hui les liaisons à l'oral ont tendance à disparaître dans les nouvelles générations, est-ce que ces liaisons à l'origine étaient là pour aider le commun des mortels dans l'orthographe ? Je pense que les liaisons ont 2 objectifs. D'une part, effectivement, ça aide les enfants. On entend le S aller. Et puis il y a aussi peut-être une certaine part de snobisme, on va dire. C'est-à-dire que quand on fait correctement la liaison,
on est en train d'expliquer à l'autre qu'on maîtrise parfaitement l'orthographe. Et alors que l'autre peut-être ne fait pas la liaison parce qu'il ne sait pas comment ça s'écrit. Un conseil donné par Mamadou. Non, je voudrais lire aussi. Non, ça y est, il a disparu de mon écran. Alors, il y avait un message très intéressant sur. Ah, voilà. Un certain Colin de Nice nous dit la vraie méthode, c'est la rectification de 1980, disponible sur Internet, mais personne ne l'utilise. On n'en parle jamais. Alors, il ne s'agit pas d'une méthode, hein. C'est une rectification. En fait, ce sont des propositions d'une nouvelle orthographe, d'une simplification de l'orthographe, avec une dizaine de règles. Et ce sont juste, enfin, c'est une proposition. Donc, on a le choix entre écrire le français classique et écrire le français post 1990. Événement, vous pouvez l'écrire événement ou événement. Depuis 1990. Après, il faut que la mayonnaise prenne. Et aujourd'hui, ça prend pas très bien, ça prend un peu, mais c'est léger. Ça ne prend pas. Alors ça prend justement pour un mot comme événement, parce que aigu et grave, et c'est assez logique, c'est dans l'évolution, c'est l'oral. Par contre, moi personnellement, je suis très critique. Donc on peut l'écrire de deux façons, c'est ça, avec un accent aigu ou un accent grave pour le deuxième. Il faut que l'Académie l'accepte. Oui, c'est ça. Certaines orthographes, en plus, moi je veux bien cette simplification, mais faut être logique. Hein. Regardez les chiffres en lettres, les traits d'union. Il en faut la règle, il en faut partout, sauf 1000 et 100 qui n'en veulent ni devant ni derrière. Bon, si vous regardez bien, plus personne ne les met. Enfin, sauf quand on passe à simplification Voltaire, mais sur un chèque, plus personne ne les met. Bon, ils veulent simplifier. Vous faites quoi ? On ne les met plus. Non, ils ont décidé qu'on les mettait partout. Avouez que franchement, et alors ils ont joué sur l'orthographe d'usage, ils ont réadapté imbécile et imbécilité, ils ont le même nombre de L, mais c'est bien, mais attendez, le correcteur orthographique voit la majorité des simplifications soi-disant, l'ordinateur le voit. Donc tant que la secrétaire devait retaper le courrier parce qu'elle faisait une faute, on n'a pas simplifié. Maintenant que l'ordinateur vous le souligne, on va simplifier. Elle a pas. C'est vrai que cette simplification n'est pas rentrée dans la population, mais tout simplement parce que, elle ne sert pas à grand chose, étant donné que le correcteur orthographique le voit, et là, ils ont simplifié, franchement, ils ont rien simplifié du tout. Bon. À part quelques trucs, événements, ça, d'accord, ils ont raison. Mais les autres trucs... Alors, au-delà des réformes d'orthographe, dans quelques instants, vous nous donnez de vrais conseils pour tous ceux qui sont seuls avec de logiciels Internet. Alors, et bien sûr, il y a le bled. Mamadou à Dakar nous dit la solution, c'est de mettre le bled dans le bureau des secrétaires. Comme ça, quand on a du temps, on revoit ces leçons de conjugaison et de grammaire. Mais plus précisément, on attend de vrais conseils de votre part. On y revient dans quelques minutes. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur ne bat plus pour moi. Alors je respire, même si ce monde a perdu l'espoir. Alors je respire et respire, même si le ciel ne peut plus rien pour moi. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, même quand la tête s'enferme dans le noir. Y a veces pasa. Alors je respire et respire après la pluie. Un nouveau départ. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. C'est Natalia Doko chez 7 milliards de voisins, Respira. Et nous parlons de l'orthographe aujourd'hui. Évidemment, vous nous donnez quelques conseils pour ceux qui écrivent, qui ont du mal à se relire, qui font des fautes d'inattention ou qui ont des lacunes, qui ne s'en sont pas occupés pendant des années, puisqu'on le disait depuis le début de cette émission, pour les gens qui travaillent parfois, les fautes d'orthographe trop nombreuses sont devenues un véritable handicap. Bernard Fripia.
Oui, alors des conseils pour améliorer. D'abord, bien connaître sa mémoire. Et un petit truc au passage, les fautes d'inattention. Alors, on doit dire fautes commises par inattention, mais on s'en fout. Hein. Les fautes d'inattention, il faut relire en commençant par la fin. Alors pas le dernier mot, hein, pas de blague, hein, mais phrase par phrase en remontant. Pourquoi cela ? Parce que comme ça, vous n'êtes pas entraîné dans ce que vous écrivez. Si vous venez d'écrire un texte et que vous le relisez à partir du début, après 3 lignes, vous réfléchissez à ce que vous dites. Comment dire, c'est embêtant. Si vous prenez la dernière phrase du texte, mais la phrase, hein, pas le mot. Donc on hein, déconnecte le sens finalement. Et là, le pour être sens, uniquement vous dans ne vous la laisserez technique. pas entraîner par le sens. Phrase par phrase en remontant, c'est pas marrant, mais s'il y a une bête faute que tout le monde voit, eh ben vous la verrez aussi. Ça c'est le conseil, parce que la bête faute, c'est celle que tout le monde va vous repérer. Hein. C'est ce que je fais. Hein. Moi, quand j'envoie un email, je relis en commençant par la fin, effectivement. Parce que si on relit en commençant par le début, on est emporté par le sens. Et on oublie de regarder la forme. Ouais, ça vous fait des gens qui disent, l'a relu au moins 20 fois. Bah, tu peux aller jusqu'à 40, ça sert à rien. C'est phrase par phrase en remontant. Ça marche. Je pense qu'il faut aussi brancher le correcteur orthographique. Parce que malgré tout, c'est quand même une sécurité. Il faut s'en méfier parce que parfois il souligne quelque chose qui fonctionne bien. Mais globalement, quand même, quand vous avez mis 2 P, il en fallait qu'un, il vous le dit. Donc ça c'est quand même Les important. champions d'orthographe, quels sont leurs trucs, leurs recettes ? C'est la passion, c'est les petites étiquettes collées partout. Ah, j'ai enfin déniché un nouveau piège extraordinaire dans lequel je ne tomberai plus, c'est ça ? Alors moi, les champions, j'en connais un, Bruno De Waal. Lui, il a consacré sa vie à l'orthographe. C'est-à-dire que lui, il apprenait des dictionnaires par cœur. Alors ce n'est pas le conseil que nous pourrions donner. Faut aimer ça. Hein. Faut aimer ça. Ouais. Et c'est pour ça que la certification est pas mal, parce que comme les gens s'y préparent, il y a un but autre que direct, quoi. C'est tourner ça en jeu, c'est tourner ça, voilà. Moi, je sais ce qui marche parfois, notamment pour l'orthographe d'usage, c'est de dire à un gosse, moi j'avais un prof de latin qui nous conseillait de faire ça, c'est essayer de trouver un truc débile pour le retenir. Donc dès qu'il y avait un mot en galais, allez, qui c'est qui trouve un truc débile ? Et on s'amusait à chercher un truc débile. Et du coup, bon, ça devient un jeu, ça devient marrant. Alors, ceci, dans votre livre, au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe. C'est pas du tout des trucs débiles. Vous revenez aux fondamentaux de la langue, à l'histoire, à l'origine. Oui, c'est ça ce que peut être très efficace. Bah oui, un ingénieur là, il y a 15 jours, il me dit c'est tordu votre truc. Il dit si vous saviez d'où ça venait, c'est encore pire. Vous avez des gags, par exemple le oignon, le i de oignon. Bon, on s'en fout un peu, mais le i de oignon, hein, qu'est-ce que c'est ? Eh ben en fait, c'est un vestige, hein, parce que à l'origine, comme il y a le GN GNE et le GN NI, à l'époque de Montaigne, pour distinguer que le lecteur sache qu'il devait lire GNE comme diagnostic et pas NI comme montagneux, on mettait un I devant le G, c'était une indication. D'où l'auteur Montaigne d'ailleurs, qui lui avait l'impression de s'appeler Montagne. À l'époque, on écrivait Montagne avec un I pour pas qu'on dise montagneux. Et puis finalement, on a dit, oh, c'est quand même idiot ce truc-là, on a enlevé le I, mais on a gardé un vestige, parce qu'en français, on garde toujours un souvenir, hein. Et ce vestige, c'est oignon. Bon, une fois qu'on l'attaque comme ça, il faut avoir de la tendresse pour ce machin-là, hein. Mais l'orthographe, c'est une épine dans le pied, hein. C'est pas mortel, mais pour courir, c'est embêtant, faut enlever les pourquoi, par exemple, prononçons-nous second, alors que ça s'écrit avec un C? C'est vrai que le nombre de mots comme ça qui n'ont rien à voir avec... c'est à cause qu'ils connaissaient le latin. Et en latin, c'est secundus. Donc, ils ont mis C. Mais le GAC, dans le premier dictionnaire de l'Académie, ils vous disent, attention, même si on dit G, il faut écrire C. Et ils donnent 2 exemples, second et secret. Parce qu'à l'époque, on disait secret. Et comme les Romains disaient secretus, ils ont mis un C, mais on a fini par prononcer le C. Alors pourquoi on n'a pas fini par prononcer le C de second ? Parce que ça aurait fait second, et il n'aurait pas aimé, il aurait voulu être 3e. Hein. Et pourquoi le Y à nos yeux ? Parce que à l'époque, ils écrivaient pareillement le son I et le son J. C'est-à-dire quand Henri IV écrit je, il met IE. Donc il fallait qu'on devine si c'était I ou J. Et il y avait un risque de confusion. Si vous mettez IEUX, ça pouvait être des jeux ou des yeux. Alors pour aider le lecteur, ils ont mis un Y et on l'a gardé. Ouais, il y a des questions évidemment tout à fait. Si vous avez des gosses, le plus croustillant, c'est le X de je peux, c'est extraordinaire. Alors vous avez un mot, mais il arrive. Alors je m'émeus S, je peux X. Pourquoi ? Parce que sinon t'es idiot. En fait non, c'est parce que à l'époque on disait au Moyen Âge, on prononçait le S, on disait je peux. Et les moines et les juristes, pour économiser le papier, ils mettaient un X. Quand, les troubadours, je peux, PEUS, hein. Et les moines mettaient PEX. Les je peux.
c'était pour abréger, quoi, une sorte d'SMS, vous voyez le truc. Et puis après, quand l'imprimerie a libéralisé le papier, on a remis le U. On a gardé le X auquel on était habitué. C'est génial. On critique les gosses parce qu'il faut un SMS et on les oblige à retenir un SMS vieux de 800 ans. Bon, ça tient. Et d'ailleurs, et tout ça à cause des imprimeurs, finalement. Oui, mais les imprimeurs ont un petit peu simplifié le truc. Hein. Ouais. Les imprimeurs ont un peu simplifié le truc. C'est les imprimeurs qui nous ont refilé les accents. Alors on dit qu'ils ont voulu moderniser, on dit qu'ils ont voulu simplifier. Pourquoi ça vient des imprimeurs, ça, les accents? C'est une question. Alors. Moi, ma thèse, c'est tout ça. Il faut toujours rechercher le pognon. Mais je suis très, un peu à part à penser ça, parce qu'il y en a qui disent non, ils ont voulu simplifier. Ah, arrête, c'est une question de pognon. Quand vous écrivez à la main, attendez, ils avaient un bol d'encre. Ils mettaient de l'encre sur une plume d'oie et ils écrivaient. Votre problème, c'est les pâtés. Essayez de pas faire de pâtés. Et quand est-ce qu'ils viennent, les pâtés? Quand vous soulevez la plume. Hein. Comprenez? Or, si vous mettez forêt et que vous mettez un chapeau, vous soulevez la plume, ça fait un pâté. Comprenez? Par contre, forêt EST, là, ça fait pas de pâté. Tandis que les imprimeur, forêt EST, il fallait 6 caractères, et forêt avec chapeau, il y en avait que 5. Donc ça coûtait moins cher. Voilà. Faut pas oublier l'importance de l'imprimerie. Il y a un gag là-dessus. En 1740, l'Académie française décide de mettre père avec un accent grave, et puis il décide de mettre mère avec un accent grave. Et à ce moment-là, l'imprimeur leur dit, on n'a plus d'accent grave. Ils ont mis un aigu. Dans l'Académie de 1740, père un accent grave, mère un accent aigu, parce que l'imprimeur n'a plus de caractère. On a attendu 1762 pour le changer. Tout se justifie, vous entendre. Oui. Donc c'est une langue et une orthographe extrêmement rationnelle. Et le L de sourcil? Le L de sourcil, parce qu'on ne prononçait pas les fins de mots. Alors, voilà, il y a eu une tendance au XVIe, XVIIe siècle d'arrêter de prononcer les fins de mots. Et par exemple, l'Académie dit, on doit maintenir le R aux infinitifs, comme il faut chanter, mais il faut finir. Ça veut dire qu'à l'époque, on disait il faut finir. Et au 18e, les grammairiens ont dit non, faudrait prononcer le R. Alors pour finir, ils ont réussi. Pour mortel, ils ont réussi. On dit plus morté. Pour sourcil et fusil, ils ont raté. Pour archer, ils ont raté. Mais pour cher monsieur, ils ont réussi. Monsieur, ça n'a pas marché, mais le sieur, ça a marché. Alors pour certains mots, on a remis le R. Pour d'autres, ils n'ont pas été écoutés. Ouais. C'est vrai que quand on vous entend, on se dit tout de même qu'on a la pire des langues pour l'orthographe. On a une langue extrêmement complexe. C'est sûr que autant on a une grammaire qui est complexe, et puis on a une orthographe lexicale, effectivement, qui est issue d'une histoire tarabiscotée, donc avec qui nécessite une mémoire visuelle, effectivement, parce qu'il faut se souvenir que sourcil, il y a un L, alors que vous voyez, il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est l'accent sur les majuscules. Moi, quand j'étais petit, on m'a enseigné qu'il fallait jamais mettre l'accent sur les majuscules. Or, aujourd'hui, les accents sur les majuscules sont obligatoires. Alors, c'est aussi issu d'une histoire. Attendez, les deux sont pratiqués, à mon avis, ça peut faire débat, l'accent sur les majuscules. À partir du moment où l'Académie française a tranché, il y a plus débat. Ouais, Donc aujourd'hui, ils sont obligatoires. Et pourquoi ils étaient interdits à une époque? Je sais pas si Bernard. Très souvent, ils sont pas mis les accents sur les majuscules. Sauf que sur la majuscule, les majuscules, c'est les lettres que les gosses apprennent à l'école et qu'on n'arrive plus à les lire. Mais en fait, c'est sur la capitale. Ils ont joué sur capitale majuscule, quoi. Et c'est vrai que d'un autre côté, si vous mettez en capitale poisson salé, il y a peut-être intérêt à mettre l'accent quand même, parce que poisson sale, il y a personne qui va l'acheter. Donc quelque part, ça a un peu. Moi j'ai, vous savez, et puis pour les noms aussi, vous savez. Voilà, si c'est eux ou eux pour les noms communs. Un message posté par une expatriée à Oslo, Mathilde, française à Oslo, en Norvège, qui me dit franchement, je pense qu'une réforme de l'orthographe est nécessaire. Le français doit savoir évoluer à l'écrit comme à l'oral. Mais vous, là, vous venez de nous raconter que le français n'a cessé d'évoluer, pas forcément pour se simplifier, mais en tout cas tout est rationnel dans ce que vous nous racontez. Mais c'est-à-dire c'est notre histoire. Alors moi, d'abord, ça a jamais marché, la simplification. Il y a eu plusieurs essais. Il y en a eu en 1900. En 1900, on faisait déjà des propositions de simplification. Plus récemment. Et en 90, ça a toujours échoué. Maintenant, elle évolue, elle se simplifie, puis parfois elle se complique un peu. Mais c'est un peu notre histoire qui avance, quoi. Et moi, personnellement, je suis contre la simplification.
simplification. D'abord parce que ça permet de connaître notre histoire, et puis surtout, l'ordinateur le voit. Je veux dire, l'ordinateur le voit. L'orthographe d'usage, l'ordinateur le voit. Et la grammaire, ça met des nuances. Aujourd'hui, Pascal Ostachi, c'est clair qu'il y a une réelle tolérance pour certaines fautes d'orthographe, d'autres non. Oui. Où se situe la limite au travail, dans nos écrits de tous les jours, Il y a une tolérance pour ce qu'on appelle les fautes de frappe. Sont les fautes que l'on commet quand on tape vite, et on tape souvent très vite. Donc effectivement, on peut oublier un P, un F, on peut inverser deux mots, on peut oublier un mot. Là, il y a une tolérance là-dessus parce que celui qui reçoit le message est conscient que vous étiez un peu dans l'urgence, et ça passe. En revanche, il y a pas de réelle tolérance sur les fautes de grammaire. Le ER, EZ, toutes ces confusions-là. Dans l'œil de celui qui reçoit votre mail, dans son cerveau plutôt, il se passe des choses. Il y a un jugement qui peut naître quant aux soins que vous avez apportés à ce mail-là et aux soins que vous allez apporter au service suivant. Bon. Disons le truc, l'effort, s'il y a un effort à faire plutôt que de simplifier, c'est d'arrêter de juger les gens sur l'orthographe. Vous recevez une lettre avec des fautes, sachez faire la part des choses, quoi. C'est ça aussi. Bon, conclusion pour ceux qui décident, je m'y mets demain matin. Première chose à faire. S'amuser. Attaquer tout ça en rigolant. Et lire un bon livre. Voilà, donc du plaisir et de l'humour. Merci à vous deux, Bernard Fripia. Vous animez des stages d'orthographe en entreprise, et votre dernier livre, Au commencement était le verbe, ensuite vient l'orthographe. C'est paru chez Vuibert et puis aussi chez Gunten. L'orthographe, 99 trucs pour en rire et la retenir. Et puis du côté de la certification Voltaire, il y a une faute par jour. C'est le livre après les jeux sur Twitter. Merci à vous tous. Demain, 7 milliards de voisins, les enfants adoptés devenus adultes face à la recherche de leurs origines. Faut-il tout savoir avec l'histoire d'Hélène, jeune femme belge qui a retrouvé sa mère biologique. À demain.